la nourriture, introduire en elle par la pensée les éléments de lumière. Les éléments que nous absorbons dans la nourriture viennent de l'espace, même de l'univers entier. Il arrive jusqu'à nous, remplis de la vie cosmique. Et il est important pour nous de les recevoir avec la conscience qu'ils formeront la substance de nos corps physiques et psychiques. Il faut donc être très vigilant, d'autant plus que cette nourriture qui s'est imprégnée de la vie universelle s'imprègne aussi de nos paroles, de nos sentiments, de nos pensées. Celui qui mange avec colère, en médisant sur les autres, en pestant contre eux, ne sait pas qu'il est en train d'imprégner les aliments de particules empoisonnées et qu'en les absorbant, il est en train de s'empoisonner lui-même. Pour recevoir tous les bienfaits de la nourriture, il faut travailler à introduire en elle, par la pensée, des éléments de lumière et d'éternité. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grande randonnée informative du soir sur Golf TV Africa. Je le rappelle, nous en avons pour 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux. Mesdames, Messieurs, notre invité ce soir, Virgile Ayi, expert en intelligence stratégique. Ensemble avec nous, il décryptera l'actualité ce soir au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui connaît depuis quelques jours un grand mouvement de renversement à la tête de l'État. Le nouvel homme fort, Ibrahima Traoré, il nous dira qui il est et quelles sont ses intentions. Il nous parlera aussi de Paul-Henri Sandaogo Damiba, le colonel qui s'en est allé dans terre togolaise. Il a laissé le pouvoir, bien entendu, du militaire. Mais avant cela, voici le sommaire de l'actualité nationale ce soir. Inondation dans plusieurs localités du Bénin. Ce soir, Golf TV Africa descend à Akpakpar, la Comène, perturbé par le phénomène dû à une crue du fleuve Ouémé. Rentrée des classes, on en parle encore ce soir, mais cette fois-ci à l'école primaire publique Gano à Parakou, où se trouvent des classes pas très confortables. Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent, est allé faire le constat. La première œuvre d'art africaine qui va révolutionner l'espace sera bientôt lancée en prélude. Une conférence de presse a eu lieu à Cotonou ce week-end. Nous vous en ferons également le point. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre à la grand-messe de l'information du soir, le siège de l'info. Rentrée des classes, on en parle une fois encore, Mesdames, Messieurs. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à l'école primaire publique Gano à Parakou,
qui se trouvent dans une condition pas très confortable. Les salles de classe ici n'en sont pratiquement pas. Dure situation depuis l'année dernière. Fidèle Zimbaba, notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion, est descendu sur les lieux. On fait le point. À peine la rentrée des classes a démarré que ces enfants de l'école primaire publique Ganon sont condamnés à rester dans ces conditions pour se faire inculquer le savoir. Depuis l'année dernière, les groupes pédagogiques ont évolué. Les infrastructures n'ont pas suivi cette évolution. Même le mobilier est une énigme pour la directrice de cette école. Bon, vous voyez, l'état de hangar qui abrite les élèves de CE1 est déjà branlant. Et à tout moment, surtout qu'il pleut ces derniers temps-ci, ça peut causer de dégâts. Ça peut tomber sur les enfants. C'est déplorable. Il faudrait quand même qu'on pense à venir réhabiliter l'école, quoi. Les enseignants qui sont dans ces cours n'ont pas de bureau. Eux-mêmes s'asseyent sur des tables bancs comme les enfants. Donc, leur condition aussi n'est pas souhaitable. Notre curiosité nous a poussé à demander si les classes ne peuvent pas être jumelées. Mais la directrice nous explique que ce n'est pas faisable. Tel que vous le constatez, nous avons un module de 3 classes. Et 3 salles autres de classe sont en hangar. Branlant, bien sûr. Il n'y a même pas le mobilier. Il n'y a rien. Les enfants sont souvent assis sur la natte pour pouvoir étudier. Bien sûr, depuis l'année dernière, c'est ce que nous assistons ici à Ganon. Et ça continue encore. Les années antérieures, des cotisations se feraient par les parents au dire de la directrice pour réhabiliter les hangars. Mais depuis un moment, cela n'est plus possible. Oui, par le passé, il le faisait, mais en temps, le gouvernement a refusé. On a arrêté. Cette année, ils sont venus, mais on leur a dit que le gouvernement a refusé. On ne sait pas quoi faire. Maintenant, je m'apprête pour aller peut-être vers mon CRP, le chef de la sécurité scolaire, pour l'écouter, pour lui poser mon problème, la doléance des parents du bureau un peu, pour voir si c'est encore possible pour que les parents puissent nous aider un temps soit peu pour pouvoir reprendre les hangars ou nous commander des tables. La directrice a mené de maintes démarches pour améliorer les conditions des élèves et des enseignants qui se donnent le rendez-vous du donner et du recevoir sous ces hangars avec tous les risques que cela comporte. C'est vraiment déplorable parce que tout ce que l'on peut faire tout ce que nous devons faire pour que l'État puisse nous écouter a été déjà fait. On nous a demandé de venir à la mairie, d'écrire, de suivre ça. Ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. On a repris dans les mêmes conditions. Sincèrement, c'est déplorable. Je ne suis pas du tout contente de ce qui se passe. Après tout, toutes les écoles appartiennent au gouvernement et les enfants ont le même droit. Donc, c'est pas bon ce qui se passe à notre niveau. Pour la directrice, il ne s'agit pas forcément d'avoir dans les jours à venir un bâtiment en dur, mais provisoirement un hangar plus solide et qui met ses enfants en sécurité et à l'abri des risques, en plus de quelques mobiliers. Bon, d'abord, il faudrait que l'État pense à reprendre soit les hangars là et nous doter des tables, puisque les enfants sont à terre carrément. Les conditions ne sont pas favorables réunies pour qu'il y ait réussite. Pour que ces enfants se sentent égaux aux autres qui sont dans de meilleures conditions, il va falloir qu'une solution soit trouvée à cette situation des enfants de l'école primaire publique Ganon. Merci Fidèle Zimbaba. Mesdames, Messieurs, on devait rester à Parakou pour parler des comportements dangereux, hautement dangereux, auxquels s'adonnent les conducteurs de taxi-moto, mais nous allons y revenir. D'abord, rendons-nous au campus universitaire d'Abomey-Calavi, où une conférence sur le thème jeunesse et partis politiques a eu lieu le week-end écoulé. Il faut le dire, c'est plus précisément à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie. L'objectif est de défier la jeunesse sur la nécessité de s'engager en politique à l'heure de la réforme du système partisan. Léonard Claudel Soneikon, janvier Elette. La salle de conférence de la chaîne UNESCO des droits de l'homme et de la démocratie à l'université d'Abomey-Calavi a été le théâtre d'une conférence ce samedi 2 octobre 2022.
une initiative du groupe de réflexion Alternatives et Perspectives qui a pour but de redonner goût de la politique à la jeunesse à travers une série de sous-thèmes développés par les différents conférenciers qui se sont succédés autour du thème principal jeunesse béninoise et partis politiques. Ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont comme l'impression que la politique n'est pas leur affaire. Et en général, s'y écartent. Mais au fond, on ne va pas en politique pour devenir champion des coups bas. On y va parce qu'on a une compétence et parce qu'on doit servir ce pays et parce qu'on doit participer à la gestion des affaires publiques. Et donc, en général, on a comme l'impression qu'aller en politique, c'est se salir. Alors que chacun y va avec ses compétences et avec ses convictions. Et aller en politique pour les jeunes n'est pas forcément d'aller faire de la mobilisation. Comme chacun y va avec ses compétences, forcément on sert à quelque chose au niveau de son parti politique. Soit dans les idées, dans les réflexions, soit à mener même la campagne, ou soit juste à servir d'arrière-garde. On a parlé de l'implication des jeunes, de comment faire la mobilisation, des préalables, des prérequis qu'il faut avoir pour entrer en politique, notamment qu'il faut avoir une idéologie, il faut savoir s'impliquer et il faut également du respect pour son vis-à-vis pour mener à bien les choses. C'est globalement les thèmes que nous avons développés et faire comprendre ce que c'est qu'un parti politique. Un parti politique et ce que c'est qu'un système partisan. Parce qu'on allait dans tous les sens, mais à un moment donné, il faut quand même avoir une idéologie. Et le système se dessine, comme vous le voyez, et globalement, nous avons actuellement 2 grandes parties au sein de ce pays. Centrale à cette rentrée donc, du GRAP, c'est la jeunesse et les partis politiques. Et moi, comme sous-thème, il m'a été demandé donc, de parler des apports de la jeunesse dans la conquête donc, du pouvoir par les partis politiques. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance, la place donc, de la jeunesse dans la conquête du pouvoir par chaque parti politique. Au niveau donc, de chaque, au sein de chaque parti politique, il faut convenir que pour atteindre les objectifs de conquête et d'exercice donc, de pouvoir, il faut que les partis s'appuient sur les jeunes, non pas comme des personnes qu'il faut utiliser comme des consommateurs ou des bétails pour avoir le pouvoir seulement. Il faut travailler avec eux en toute conscience et s'appuyer sur eux, demander leur concours pour pouvoir conquérir le pouvoir et se préparer également à exercer le pouvoir avec eux. Attentifs, ils étaient nombreux, celles et ceux qui ont pris part à cette conférence. Des participants de divers ordres avec un objectif commun, en apprendre davantage sur les rouages du milieu de la politique. Je retiens essentiellement que la jeunesse a sa place, toute sa place au sein des partis politiques et joue un rôle d'ailleurs important pour l'atteinte des objectifs d'un parti politique et donc pour la conquête du pouvoir. Et cette conférence nous a permis de rappeler encore les rôles et responsabilités de la jeunesse parce qu'il ne faut pas être jeune et attendre qu'on vous appelle, mais il faut aller, il faut offrir. Donc c'est aux jeunes de s'engager, de militer, de contribuer à l'animation de la vie politique, de s'intéresser à la chose politique. Et donc le GRAP a eu donc cette opportunité de rappeler encore cette mission qui relève de la jeunesse, mais en même temps de partager les réformes du système partisan et les opportunités qui s'offrent aux jeunes, sans oublier les femmes, bien entendu. Et donc, c'est une très bonne chose. Participer souvent ou animer ces conférences, ça ne fait que renforcer les capacités de la jeunesse et donc les aptitudes des jeunes à militer, à s'engager politiquement. C'est donc rempli de beaucoup de connaissances et d'acquis que ces participants ont quitté cet événement. Mesdames, Messieurs, nous allons retourner, comme je vous l'avais promis, dans le département du Septentrion, retrouver notre correspondant permanent, Fidèle Ezimbaba. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémidjan, s'adonnent de plus en plus à des comportements hautement dangereux dans le Septentrion. Tenez, ces conducteurs de taxi-moto, en plus des passagers,
embarquent des bidons de carburant, des bidons d'essence. Et tenez-vous bien, on connaît, mesdames, messieurs, vous le savez, les inconvénients des carburants frelatés. Mais en peur des passagers, on met les carburants, on dissimule les carburants dans les bagages des conducteurs des émigrants. Les inconvénients, vous savez, lorsque une étincelle surviendra, le danger est là. Fidèle Zimbabwe, notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion, nous en parle. Certains conducteurs de taxi se donneraient depuis un moment à des comportements à risque pour leurs passagers. Il y en a qui se permettraient de luxe de charger de l'essence frelatée et en même temps des passagers, comme le confirment ici quelques responsables de syndicats de ces conducteurs. Chose qui naturellement comporte de grands risques. C'est vrai. Sinon, il va dire que c'était vrai. Parce que déjà, nous, on n'a pas fait la lutte. Et ça qu'on va prendre déjà. Donc, ce qui est passé déjà, on ne peut plus revenir sur ça. Mais c'est passé au moins à 80%. À 80%. Et je suis sûr que ça va finir. On va éradiquer ça dans ce pacte. Effectivement, ça se passait. Mais compte tenu de l'évolution, la douane était venue nous sensibiliser. Ça veut dire les autorités douanières de la ville de Parakou nous ont appelé à une grande réunion de sensibilisation avant de commencer, même avant d'installer le poste de douane. Nous ont appelé pour dire voilà, vos chauffeurs, voilà le comportement qu'ils sont en train d'adopter. Aidez-nous à diminuer cette pratique, sinon à finir cette pratique. C'est comme ça, alors on s'est mis dans la lutte pour éviter ça. Oui, ce que vous venez de dire, effectivement c'est comme ça. Mais ceux qui sont innocents, qui ne savent pas ce que finalement ça va faire, on est en train de les parler doucement, de comprendre que c'est un truc qui n'est pas bon, c'est totalement un danger. C'est un risque très énorme, très énorme. Parce que tout le monde, vous et moi, vous savez que c'est un truc dangereux. C'est un truc très dangereux. Parce que vous savez, une voiture chargée de l'essence, c'est une bombe. Et vous savez, là d'abord, le véhicule roule avec de l'essence. Ce n'est pas un véhicule diesel. Donc d'abord, le seul véhicule, d'abord, c'est un explosif. Les responsables syndicaux des conducteurs en appellent à la conscience professionnelle des conducteurs qui se donneraient à ce comportement empreint de risque. Ceux on connaît d'habitude qui font ça, les gens nous signalent, c'est eux qui font ça. Même avant-hier, on l'a cherché à les réunir ici pour les dire. C'est un truc qu'on ne peut jamais voir ça. Si tu veux faire ça, tu quittes notre autogare. Parce que c'est pas bon. On dit que c'est l'autogare de Tcharo, qui est sorti, aller charger essence les gens. Il y a accident, on dit que c'est les gens de l'autogare de Tcharo qui vont brûler. Non, on ne veut pas ce nom-là. Parce que nous avons des chauffeurs indélicats et qui ne savent pas l'importance, le danger qui est dans ça. Ils vont dire, on n'ira pas loin, on a 20 km à parcourir, il faut rentrer seulement. Non. La bombe n'a pas de limite et la bombe n'a pas de kilométrage. Je leur demande pardon. Parce que nous, on est président de ces chauffeurs. Si nous les perdons, ça veut dire qu'on va gérer qui? Donc il faudrait qu'ils mettent la conscience dans leur travail pour savoir que l'essence c'est un truc dangereux. Si tu veux prendre l'essence, prends ton essence simple. Et s'il y a un problème avec la douane, tu vas régler ton problème avec la douane. Mais il ne faut pas mélanger essence et passager. Quant aux passagers, ils sont appelés à redoubler de vigilance pour ne pas voyager dans un taxi qui charge et passagers et essence frelatée. Sinon, ce que nous allons demander à nos clients, à nos passagers, si un véhicule, ils arrêtent une voiture, et si le véhicule est chargé avec l'essence, sinon il y a l'essence dans le véhicule, nous demandons pardon à ces passagers de ne pas rentrer dedans. Parce que s'ils rentrent dedans, ça veut dire qu'ils sont déjà dans une bombe. Et la bombe peut s'éclater à tout moment. Donc nous disons à ces passagers de nous aider à faire cette lutte. Le véhicule qui a pris son essence, en l'arrêtant, on voit qu'il y a un bidon dedans là. Ils n'ont qu'à éviter le cas de chauffeur de... Si tu veux rentrer dans un véhicule et tu vois derrière le malade du véhicule, le véhicule est toujours par terre, tu as droit. C'est parce que c'est ton l'argent. Le chauffeur ne te force pas. Si c'est arrêté, chauffeur, vraiment, pourquoi ton véhicule est en bas comme ça? Est-ce qu'il peut voir derrière? S'il dit c'est quoi, dis-le que s'il y a essence dedans, moi je ne rentre pas. Si tu as fait vu, si ce n'est pas essence, tu rentres. S'il refuse de te faire voir ça, il faut refuser de... Aujourd'hui, dans tous nos tronçons, ce n'est pas comme hier. À chaque seconde, tu vas trouver notre véhicule. Donc ici, c'est affaire de véhicule taxi, là, c'est plein maintenant. Donc moi je dis à les passagers,
c'est à eux-mêmes de nous aider à travailler beaucoup. Parce que c'est à eux d'abord de pleurer de eux-mêmes. Donc, même si tu es rentré dans un véhicule, tu sens l'odeur de l'essence qui n'est pas bon, demande au chauffeur, il faut t'arrêter de faire quelque chose. Si tu arrêtes, ouvre pas, tu descends vraiment. L'odeur de l'essence que j'attends là, moi je ne vais pas rentrer, je ne peux pas te forcer. Les risques liés à la contrebande de l'essence frelatée ne sont plus un secret. D'ailleurs, ces derniers jours, dans le nord, un camion chargé d'essence a pris feu sur le tronçon Djougou-Parakou et un autre accident d'un autre véhicule a eu lieu sur le tronçon Parakou-Tchaourou. Merci Fidèle Ezimaba en direct de Parakou. Mesdames, Messieurs, la première œuvre d'art africaine qui va révolutionner l'espace sera bientôt lancée. En prélude à l'événement, de grands noms de l'art sont en conclave à Cotonou. Ils ont organisé une conférence de presse sur le projet dénommé African Space Art Project. Kalf TV Africa était de la partie. Suivez. C'est un jury de 16 membres au profil varié qui va immortaliser en décembre prochain l'œuvre d'art, un geste spatial, artistique et symbolique afin de célébrer l'union de toute l'Afrique. Un geste qui va témoigner de la puissance collective du continent. Là, ça permet de poser de vraies questions et tant que des artistes, c'est aussi à notre responsabilité d'en faire de ces projets quelque chose de personnel, de se réapproprier des projets pour qu'à notre tour, on puisse faire ce travail de sensibilisation. C'est une question qui concerne pas seulement les Européens, pas seulement les initiateurs de projets, mais nous aussi les artistes qui participent dans ces projets. Et moi, je souhaiterais que ces projets soient quelque chose qui va vraiment durer dans l'État, parce que c'est important que le projet dure dans le temps, vu que on aura toujours ces soucis de réchauffement climatique. Pour moi, c'était pas facile non plus de travailler avec d'autres artistes qui n'ont pas la même discipline que toi. Et comme j'ai l'habitude de travailler sur le collectif, c'était dur, mais grâce à cette force d'unité, cette force de faire, ça peut bien s'accomplir, se présenter. Ça dépend de l'expression que chacun peut porter. Et là, je suis très content de revenir au Bénin. Et pour moi, c'est une mémoire pour la vie aussi, en fait. Je ne l'oublierai jamais cet instant. C'est grâce à ce projet à défendre que j'ai pu me retrouver au Bénin et que j'ai pu connaître d'autres cultures différentes de la mienne et que je me suis adapté. D'autres gens croient que je suis béninois aussi, et pour moi, ça permet d'ouvrir les frontières. L'African Space Art Project est un geste spatial qui va révolutionner et transformer le continent à travers une œuvre d'art pour toutes les générations. Cette œuvre, effectivement, sera exposée ici pendant 15 jours au Bénin, et elle sera exposée ensuite, elle sera un peu vue sur tous les plateaux au moment du lancement de ce satellite. C'est très important, ça va être vraiment repris sur tous les plateaux du monde entier, donc on va pouvoir l'admirer partout, et on la présentera également en Afrique du Sud en février 2023 en présence des artistes. Donc vraiment, on a vocation, nous, à continuer à accompagner ce projet et cette œuvre, à la faire circuler, à la faire tourner, parce qu'effectivement, ce geste symbolique de tout ce continent, il ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. En fait, on peut plutôt dire qu'il débute aujourd'hui, qu'il commence aujourd'hui. Et c'est une aventure qui doit continuer. Les données que vont générer ces satellites permettront de mieux suivre les événements météorologiques extrêmes et d'anticiper leurs conséquences. Le gouvernement du Bénin adhère pleinement à l'idée, a indiqué la représentante du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts. C'est un projet qui est totalement innovant, qui est visionnaire et qui met bien sûr les artistes africains et la scène africaine au devant de la scène internationale. Voilà. Donc, il s'agit de la scène culturelle, mais aussi de la scène scientifique. Voilà, ce qui élargit vraiment le spectre. Et nous avons donc été invités par AAD Fund, monsieur et madame Méridon à Paris. Et comme le ministre devait faire partie des membres, le ministre Jean-Michel Abimbola avait été sélectionné, choisi pour faire partie des membres du jury. Nous nous sommes donc rendus à Paris
Et nous avons donc assisté à tout le processus de sélection. Et c'est la somme d'initiatives, en effet, et avec l'approbation, bien sûr, de tous les partenaires, que la résidence de création a eu lieu à Ouiba. Les 3 artistes qui s'unissent pour réaliser cette œuvre proviennent du Cameroun et de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai annoncé, tout à l'heure, nous allons recevoir un invité, Virgile Ayi, expert en intelligence stratégique. On décryptera l'actualité actuellement au Burkina Faso. Mais avant, les chefs militaires apportent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré, entouré des principaux chefs militaires du Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré est apparu dimanche soir dans une vidéo diffusée à la radio-télévision du Burkina pour annoncer le soutien des responsables militaires au nouveau pouvoir mis en place après la destitution du lieutenant-colonel Damiba. Plus tôt dans la journée, un communiqué à la radio-télévision du Burkina avait annoncé que le capitaine était chargé de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la prestation de serment du nouveau président du Faso qui sera désigné par les forces vives de la nation. Suivez un extrait de la déclaration. Le commandement militaire des forces armées nationales, composé ici du chef d'état-major général des armées et des chefs d'état-major d'armée, à l'issue d'une réunion ce dimanche 2 octobre, ont décidé donc à l'unanimité de soutenir le MPSR dans la poursuite de sa vision concernant donc la défense et la sécurité des populations. Cela pour dire aux populations de vaquer à leurs occupations et de se départir de certaines informations et allégations qui ne sont pas forcément vraies et qui tendent à jeter du discrédit sur le fonctionnement de l'armée ou sur la cohésion au sein des forces armées nationales. Nous exprimons ici donc la solidarité de toute la chaîne de commandement pour soutenir et accompagner le MPSR dans cette lutte. En m'adressant à vous, soldats combattants du front, je vous invite à redoubler d'efforts, de reprendre du courage et que nous puissions redynamiser cette lutte et pouvoir redonner la paix à nos populations et apporter plus de sérénité dans nos campagnes. Nous disons merci également au commandant militaire pour ce soutien et cet appui dont nous avons besoin pour conduire à bien nos missions de défense et aussi de développement de cette nation. Je vous remercie. Le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du Burkina Faso, s'offre un bain de foule en direction de la télévision nationale pour une communication spéciale. Le peuple lui offre son soutien et il montre qu'il est avec son peuple. Comme vous le verrez, dans ce reportage, des manifestants ont brandi le drapeau russe, signe de la rupture avec la France. C'est une foule impressionnante qui est sortie pour rassembler à l'honneur du nouveau président du MPSR. Suivez. Les Burkinabés sont sortis par milliers ce dimanche 2 octobre pour exprimer leur soutien au nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, dont le convoi était en route vers la télévision nationale ce dimanche. Le coup de force opéré vendredi est visiblement porteur d'une lueur d'espoir pour ce peuple meurtri et en proie aux attaques djihadistes persistantes et renforcées depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba en janvier. Ces derniers mois, les attaques frappant des dizaines de civils et de soldats se sont multipliées dans le nord et l'est du Burkina Faso, où des villes sont désormais soumises à un blocus des djihadistes. Un échec du colonel Damiba qui n'a pas pu mieux faire que le président Roch-Marc Christian Kaboré, discrédité en son temps par le regain des violences djihadistes. La liesse et les cris de soutien autour du convoi du nouveau président du MPSR n'est que l'expression du soulagement du peuple qui réclame désormais une collaboration avec la Russie.
Les tentatives de Damiba dans la journée du samedi pour reprendre les commandes ont fait monter la tension dans plusieurs villes du pays. Le peuple burkinabé a visiblement fait son choix et le colonel Sandaogo Damiba l'a compris. Dimanche, il a soumis sa démission en posant sur table 7 conditions selon les responsables religieux et coutumiers. On peut citer entre autres la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des forces de défense et de sécurité engagées aux côtés de Damiba et la poursuite de la réconciliation nationale. Dans un communiqué lu par le capitaine Farouk Azardar sur la chaîne nationale dimanche, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration affirme avoir le contrôle de la situation dans le pays. La population est invitée au calme. Suite aux actions de médiation menées par les fêtières des communautés religieuses et coutumières du Burkina Faso sur la situation nationale, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a lui-même proposé sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Damiba a démissionné tout en posant sur la table 7 conditions selon les responsables religieux et coutumiers. Suivez ici un extrait de la déclaration des fêtières des communautés religieuses et coutumières sur la situation nationale au Burkina Faso. Déclaration des fêtières des communautés coutumières et religieuses sur la situation nationale. Notre cher pays, le Burkina Faso, vit des moments d'incertitude. En ces moments difficiles où il y a un risque d'escalade aux conséquences dramatiques, les communautés coutumières et religieuses ont été sollicitées et amenées à effectuer une médiation entre les belligérants. Suite aux actions de médiation menées par les dites communautés, le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a proposé lui-même sa démission afin d'éviter des affrontements aux conséquences humaines et matérielles graves. Le président Damiba a posé 7 conditions. 1. La poursuite des activités opérationnelles sur le terrain. 2. La garantie de la sécurité et de la non-poursuite des FDS engagés à ses côtés. 3. La poursuite du renforcement de la cohésion au sein des FDS. 4. La poursuite de la réconciliation nationale. 5. Le respect des engagements pris avec la CEDEAO. 6. La poursuite de la réforme de l'État. 7. La garantie de sa sécurité et de ses droits, ainsi que ceux de ses collaborateurs. Le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, a accepté ces 7 conditions. Les fêtières des communautés coutumières et religieuses restent disponibles à suivre la bonne mise en œuvre des engagements pris. Les fêtières rendent grâce à Dieu et remercient les protagonistes pour l'esprit de dialogue qui a prévalu dans tous les échanges. Elles invitent la population au calme, à la retenue et à la prière pour notre chère patrie, le Burkina Faso, fait à Ouagadougou le 2 octobre 2022, pour le Mogo Naba, Bango, le Widi Naba Kiba, pour la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, le président du Présidium est l'Haj Moussa Kwanda, pour la Fédération des églises et missions évangéliques, FEME, le président pasteur Henri Yé, pour l'Église catholique, son éminence le cardinal Philippe Ouedraogo. Le nouvel homme fort du Burkina Faso veut déjà redynamiser l'administration de son pays. Ce dimanche, il a tenu une rencontre avec les secrétaires généraux des ministères pour recueillir toutes les préoccupations urgentes afin de remettre le pays sur la bonne piste, disent-ils. Il ressort en effet de cette première réunion que la rentrée des classes prévue pour le lundi 3 octobre aura bel et bien lieu. Reportage. À peine arrivé aux commandes de la nation, le capitaine Ibrahim Traoré veut imprimer un nouveau rythme de travail dans toutes les administrations du Burkina Faso et affronter toutes les urgences. Ce dimanche 2 octobre, il a tenu une réunion avec les secrétaires généraux de tous les ministères
pour recueillir toutes les préoccupations urgentes. L'une des préoccupations majeures soulevées est la reprise des classes normalement prévue pour ce lundi 5 octobre. Le président Traoré donne son feu vert pour que les enfants reprennent le chemin des classes comme prévu dans le calendrier scolaire. Les événements que vous avez connus ces 2 jours ont connu un dénouement ces dernières heures, ce qui nous amène devant vous. Donc, on a dit donc de reprendre les activités et de continuer l'administration. Donc je pense que les enfants peuvent repartir à l'école. Les instructions seront données donc aux différentes structures de sécurité pour aussi assurer le niveau de sécurité dans la ville. L'un après l'autre, il a écouté tous les secrétaires généraux des ministères afin de régler les problèmes secteur par secteur. Il a par ailleurs donné des instructions pour que point lui soit fait de tous les véhicules Land Cruiser en service ou en panne dans les ministères afin de les réquisitionner pour d'autres fins. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi au plus tard? Son nom est sur toutes les lèvres désormais, depuis vendredi en tout cas, au Burkina Faso, qui est le capitaine Ibrahim Traoré, le désormais chef du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, un produit de l'Académie militaire Georges Namano de Pau. Le capitaine Ibrahim Traoré est un homme de terrain qui a participé à plusieurs opérations antiterroristes. Découvrez ici Ibrahim Traoré dans ce portrait. 8 mois après avoir renversé le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été à son tour renversé vendredi par un groupe de militaires de son propre camp, conduit par le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans. Le capitaine Traoré et ses hommes accusent Damiba d'avoir opéré des choix hasardeux qui ont progressivement affaibli le système sécuritaire du pays. Membre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le groupe de militaires qui avait renversé le 24 janvier dernier Kaboré au profit du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Ibrahim Traoré était jusque-là le commandant du régiment d'artillerie de Kaya, la première région militaire située à une centaine de kilomètres au nord de la capitale burkinabé. Ce jeune officier burkinabé avait été nommé chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien 10e RCAS en mars 2022 par l'ex-président du Faso Paul-Henri Damiba. Le capitaine Traoré faisait partie des officiers qui ont organisé et soutenu le coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, ex-président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. C'est en 2010, après ses études universitaires à l'université publique de Ouagadougou, que Traoré intègre l'armée burkinabé. Il sort lieutenant et est affecté au régiment d'artillerie basé à Kaya dans la région du centre-nord pour le compte de la première région militaire. En janvier 2022, alors que Roch-Marc Christian Kaboré entame la 2e année de son 2e mandat, suite à des élections remportées avec 57,87% de voix en novembre 2020, la situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader. C'est ainsi que de jeunes officiers militaires burkinabés, dont le capitaine Traoré, procèdent à son arrestation, obligeant Kaboré à rendre sa démission le 24 janvier. Ils mettent en place le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui devient plus tard président du Burkina Faso suite à la signature de la charte de la transition. Cependant, la situation sécuritaire qui avait été évoquée comme motif pour renverser le régime de Kaboré ne s'est pas améliorée après 8 mois de gestion par les militaires. Les attaques terroristes sont quasi quotidiennes avec de pertes considérables en vies humaines, tant du côté de l'armée que des civils. Plusieurs centaines d'écoles et d'infrastructures sanitaires sont fermées alors que des milliers de personnes continuent de fuir leur village à cause des violences.
Plus de 40% du territoire échappe au contrôle de l'État, selon les chiffres officiels évoqués par les anciennes autorités. La grogne monte au sein de la population. Des manifestations sont organisées régulièrement dans les localités sous blocus des hommes armés terroristes pour dénoncer la gestion de la situation sécuritaire par Damiba et son gouvernement. C'est dans ce contexte que des militaires ont entamé dans la nuit de jeudi à vendredi un mouvement d'humeur qui a abouti à la chute de Damiba. Les nouvelles autorités, conduites par le capitaine Ibrahim Traoré, disent engager l'ensemble des forces combattantes à se recentrer sur la situation sécuritaire. Le groupe de militaires a tenté de rassurer la communauté internationale en affirmant que le Burkina Faso continuera de respecter ses engagements internationaux, notamment les droits humains. L'ambassade de France à Ouagadougou indique que l'armée française n'a eu aucune implication dans les récents événements au Burkina. Cette déclaration répond aux rumeurs circulant sur les médias sociaux. Les relations de la France avec certaines de ses anciennes colonies africaines sont devenues de plus en plus tendues ces derniers mois. Suivez. Le Burkina Faso est l'un des pays du Sahel où les troupes françaises aident les forces locales à lutter contre une insurrection croissante. Paris a dirigé le déploiement conjoint de l'opération Barkhane avec environ 5000 soldats français déployés dans la région. L'opération Barkhane visait principalement les militants opérant dans la région du Sahel. Son rôle principal a été de fournir des renseignements et une formation aux agents militaires et de sécurité du Burkina Faso. La présence française dans le pays avait rassuré le gouvernement de Ouagadougou quant au retour à la paix et à la stabilité. Mais la récente redéfinition par la France de sa stratégie de sécurité dans la région s'est traduite par un accroissement de la violence et de l'insécurité. Le récent coup d'État au Burkina Faso a attisé les sentiments anti-français dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Des manifestants ont accusé les troupes françaises d'héberger le président intérimaire déchu, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Les autorités françaises ont nié toute implication et condamné les violences. Mais l'incertitude persiste dans la capitale Ouagadougou alors que des manifestants exigent le retrait des troupes françaises au Burkina Faso. La France a soutenu que la sécurité de ses citoyens était une priorité après le dernier coup d'État militaire. Virgile Ayi, expert en intelligence stratégique, mesdames, messieurs, est notre invité ce soir. Monsieur Ayi, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris l'événement survenu au Burkina Faso? Alors, vous convenez avec moi que pour tout Africain et pour tout progressiste, ça ne pouvait être que l'émoi et le choc. Choc aggravé par le fait que, au constat, à l'arrivée, c'était un très jeune officier qui prenait le devant de la scène avec le risque de tout ce qu'on peut prévoir dans les cas d'inexpérience, même si on dit souvent qu'aux âmes bien nées, l'âme n'attend pas, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous étions pas très surpris parce que la situation tanguait, elle tanguait d'autant plus qu'au niveau de la cohésion des forces du Faso, le problème se posait, une radicalisation d'une frange de l'armée, et notamment les plus jeunes, et ce qui a tout compliqué après, ce sont les derniers événements dont vous avez eu écho, et que vous avez largement commenté le 26 septembre. Et le 26 septembre dernier, on a vu la capitale, la deuxième ville, Bobo Dioulasso, prendre tout de suite le relais. Les mouvements de foule, et après les mouvements de foule, c'était annonciateur d'une certaine situation, et ça n'a pas loupé malheureusement. On en est arrivé au débarquement du colonel Damiba, qui, tant bien que mal, essayait de faire
Il est vrai que pour nombre d'observateurs, il n'avait pas mieux fait que le président Kaboré, son prédécesseur, qu'ils avaient mis de côté et à qui il était reproché l'inexpérience ou l'inaction dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Est-ce que vous aviez prévu, c'était prévisible, un mouvement pareil, un bouleversement pareil? Alors, la situation s'est dégradée progressivement. À un moment donné, on a eu un début de stabilisation après le coup d'État de janvier 2022. Et on avait pensé à une concertation des nouvelles jeunes, s'il faut paraphraser l'autre, en Guinée, au Mali et au Burkina Faso. Et très vite, on a senti que le Guinéen et le Malien prenaient leur distance. Dans les états-majors et dans les milieux, dans les lobbies, on pensait à une situation circonstancielle, mais les faits sont revenus, les informations ont persisté et beaucoup d'officiers pensaient que le colonel Damiba faisait allégeance à la tradition relationnelle qui existait avec la France a contre qui la nouvelle génération d'officiers et la nouvelle génération d'Africains observe un certain nombre de réticences ou fait observer un certain nombre de réticences avec à la clé des invitations aux dirigeants africains à remettre en cause l'ordre ancien. Et si on n'a pas non plus vu venir, on a quand même senti quelques couacs parce que débarquer le ministre de la Défense étant président de la République et prendre soi-même la responsabilité, le colonel Damiba n'avait plus de couverture. Mais ce qui s'est passé était quand même plus grave. La débâcle des forces spéciales qui étaient censées accompagner le convoi de ravitaillement de la ville de Djibo, complètement encerclé depuis pratiquement le mois de février. Ce convoi n'a pas réussi son opération et des informations très graves sortent de partout. Il va falloir, avec beaucoup d'attention, filtrer, tamiser pour ne pas enflammer la situation parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Ouagadougou n'est pas encore au calme. D'autres retournements pourraient arriver. Ibrahim Traoré, comment définissez-vous cet individu? Alors, Ibrahim Traoré, je ne le connaissais pas. On l'a tous vu, on l'a découvert à la faveur du passage devant la scène du colonel Damiba, qui lui aussi était un illustre inconnu. En tout cas, au Burkina Faso, il y avait des gens beaucoup plus valeureux. Oui. Et ce qu'on a su également était que dans la série des dernières nominations, le capitaine Traoré faisait partie de ceux qui, à 2 reprises, avaient eu des mutations dans des positions très sensibles sur des unités d'élite, des unités réputées pour être à l'avant-garde de la lutte que mène le MPSR voilà. Et l'armée burkinabé actuellement. Alors, Ibrahim Traoré, il prend le pouvoir, il est très jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est oui. Une expérience. Oui, alors nous allons convenir que vous allez bien vouloir excuser, mais vous savez, les faits sont là et il va falloir les évoquer. On a l'impression qu'en Afrique au sud du Sahara, de par le monde déjà, on voit des bouleversements, mais en Afrique au sud du Sahara, des situations s'annoncent. Et faute d'une organisation, faute de l'établissement de réelles relations transparentes, sympathiques et sincères, solidaires entre les peuples, les gouvernants et les armées, les échanges
sincère de renseignements et d'informations, faute de tout cela, l'hypocrisie va monter et vous savez, quand le mur est lézardé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Les lézards vont s'y les lézards vont s'y introduire et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec les difficultés économiques, financières, les positionnements chancelants de diverses puissances, il y a des tentatives de récupération de position, il y a des tentatives de repositionnement, des tentatives de rétablissement d'influence. Oui. Et par rapport à ce rétablissement d'influence, il est clair que il ne sera pas question, il est clair que toute l'énergie sera mise en place, en branle, pour empêcher les pays de se stabiliser. Parce que là, on parlera toujours de ressources naturelles, on parlera d'exutoires, on parlera de marché, on parlera de francs CFA et on parlera de la langue. Et la langue française, si la situation au Mali et en Guinée tendent à la rendre difficile et à la mettre au second plan, parce que c'est de plus en plus ce qu'on entend, certains pays devront pouvoir ou se mettre du côté de ceux qui nous ont colonisés et qui continuent à mettre sur le chemin des balises pour pouvoir garder la main. Et puis, d'un autre côté, une partie de nos compatriotes africains, des tendances, des idéologies vont se mettre plutôt du côté des mouvements dits de libération et de ceux qui se prévalent panafricanistes et qui forcément ne font pas non plus l'unanimité parce qu'ils le font très mal. Le panafricanisme est parfois dégoûtant. Ah oui. Ah ben oui, vous le savez mieux que moi. Et ce sont là les faiblesses de l'émancipation des peuples africains. Et le développement, je ne vais pas avoir mauvaise langue, mais au-delà de tout ce que nous faisons, sachant que le développement risque de ne pas être pour demain, parce que les forces opposées qui sont en train de faire en sorte que le nouvel ordre ne s'établisse pas en faveur des pays africains, prend de l'ampleur. Il faut forcément que nous soyons dans notre tête clairement unanimes et que nous définissions une stratégie bien orientée et que nous passions pas le temps à mal cibler les adversaires parce que l'adversaire se trouve également en nous. Et quand c'est en nous, vous avez des situations où, au niveau, pendant que vous êtes encerclés, pendant que le djihadisme fait feu de tout bois, vous vous mettez dans des questions d'intérêt et dans des questions d'ego. Malheureusement, donc, le pouvoir s'est retrouvé par terre et des jeunes sont allés le ramasser. On ne dit pas que ce sont des incompétents, mais on perçoit quand même une jeunesse, on perçoit des absences de réflexes. Et pour être chef d'État, il y a quand même des postures, il y a des préparations, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde globalisé et ça se dénote très rapidement. Le bain de foule du capitaine Traoré, on l'a vu, au début il était très enthousiaste avec des saluts et puis très vite il a baissé les bras dans le véhicule blindé qui le menait à la station de radio, diffusion et télévision de Ouagadougou. Et vous avez donc, en analysant de nombreux gestes, vous vous dites, prions pour ces jeunes, parce que l'échec de ce deuxième coup d'État au Burkina Faso en moins d'un an, l'échec de ce mouvement pourrait être lourd de conséquences pour le Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Je vous dis que lorsqu'on aborde ces derniers jours, depuis vendredi, ce qui s'est passé, et qu'on se met à réfléchir, on perd son latin, on perd son sang-froid, et ce n'est pas le moment de se laisser aller. Il va falloir rapidement analyser la situation et que tous les voisins qui ont essayé d'amener à éteindre le feu puissent continuer à le faire
et préparer chacun chez soi l'accalmie pour qu'il n'y ait point de débordement. Professeur Vigilayi, comment expliquez-vous que tout le monde subitement lui fasse allégeance? Les chefs d'état-major, les colonels, les généraux, les chefs des unités, les secrétaires généraux des ministères, la société civile, bref, tout le monde. Pourquoi? Alors, vous constatez que depuis l'avènement du colonel Damiba, une tendance populiste voulait radicalement que le Burkina Faso diversifiât ses partenariats au niveau stratégique, au niveau de la défense et des questions sécuritaires, et tout le monde lorgnait du côté de la Russie. Le président Damiba a dû freiner en apparence, ce qui n'a pas plu aux autres, mais au niveau de l'opinion publique, le Burkina commence à faire corps avec la population et l'opinion publique malienne et guinéenne d'ailleurs, et de ce fait, vous avez eu régulièrement tous les week-ends, jusqu'à des récents débordements, où le pouvoir du colonel Damiba a dû mettre aux arrêts certains agitateurs et certains meneurs. Ça n'a pas plu non plus. Et je vous disais que dans le Sahel actuellement, les états-majors, certains états-majors, qui jusque-là étaient accusés de corruption et de prébande, c'est-à-dire que l'information tactique, les mouvements des troupes et l'information stratégique étaient passées à l'adversaire contre des, comment dirais-je, des paiements. L'affaire finira par éclater de toute façon. Et puis vous avez les intimidations venant de certaines chancelleries. Tout ça mis côte à côte, vous arrivez aujourd'hui à ce qui s'est passé sur la route de Djibo. Et quand on vous dit que des forces de sécurité autorisaient l'équipe d'escorte à s'arrêter pour faire la prière, alors qu'ils savent que la voie était jonchée de pièges, de mines antipersonnelles et d'engins artisanaux improvisés, vous vous dites, on est dans quel pays, avec quel état-major et avec quelle armée? En plus de cela, ce qui aggrave, les fuites d'informations qui ont permis de monitorer et de passer à l'assaut en vitriolant tout ce qu'on voit pose problème. Vous imaginez le nombre de véhicules, le nombre de victimes et la totale, là où c'était devenu inconcevable, parce que dans tous les cas, le patron des forces aériennes savait qu'il allait être passé au vitriol. C'est quand il s'est avéré que la couverture aérienne, à partir d'un niveau, a été stoppée et qu'on estime que les avions ont été déroutés et les hélicoptères de défense pour sécuriser les convois auraient été déroutés soit par appel du commandement. Est-ce que c'est une interception, une intrusion dans les liaisons de communication? Et d'autres chefs militaires estiment n'avoir pas eu suffisamment de dotation en carburant pour permettre de faire toute la liaison. Voilà donc un peu ce qui pourrait être le motif terminal de la situation qui nous a amenés à l'insurrection de vendredi, avec une autre solution samedi, une autre situation, la tentative de contre-coup d'État. Et là également, la population s'est rendue compte de ce que les hommes du colonel Damiba étaient suffisamment informés. Au niveau même des troupes qui opéraient dans le cadre du coup d'État, il y a eu des interceptions d'échanges de conversations entre les leurs, donc les soutiens, les forces de soutien au président Damiba et les bases étrangères installées au niveau du Burkina Faso. Donc il y a eu des échanges, des interceptions et suffisamment de preuves comme quoi des appuis entraient en jeu pour déjouer le coup d'État. La population ayant suivi, l'information ayant circulé avec les médias sociaux, il y a eu une mobilisation de la population. Et dans tous les cas, un contre-coup d'État n'aurait pas été profitable parce qu'il y aurait eu du sang, il y aurait eu des mares de sang,
parce que la population aurait fait pire qu'en 2014, je crois, en 2014, pour le départ du président Compaoré. Aujourd'hui, la population estime qu'avoir des militaires au pouvoir, avoir des militaires qui se retrouvent incapables de défendre l'intégrité territoriale, ça pose problème. Et ça, si ça pose problème, il faut revenir également à la politique de prudence du président Damiba. Le Burkina Faso, après le coup d'État, a fait l'objet de réticences, d'observations. Le président Damiba n'a pas eu le soutien, ou du moins n'a pas engagé suffisamment d'actions pour renforcer les arsenaux, alors que du côté de ses amis, de ses voisins, la capacité militaire est montée en puissance au niveau des arsenaux. Ça fait également partie de ce que les jeunes chefs militaires, parce que les lieutenants et les capitaines sont généralement avec les adjudants-chefs, ceux qui sont dans le combat, sur le terrain, les plus proches du danger. Sachant que les généraux sont à la conception, encore qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux le font à l'israélienne. Ils sont sur le terrain. Vous avez vu le maréchal Déby qui s'est retrouvé sur le terrain et qui a laissé sa vie. Aujourd'hui, dans tous les cas, il faut pouvoir écouter la population du Burkina Faso, mais également conseiller cette population. Tous nos malheurs ne viennent pas de dehors. Nous sommes également les malheurs les uns des autres, parce que bientôt, vous verrez, le capitaine Traoré a demandé de faire un point des moyens roulants. En pick-up, vous verrez combien de pick-up sont garés dans les administrations civiles ou juste dressés pour faire les week-ends. Je voudrais également parler d'un autre motif qui revenait souvent. Les 3 derniers mois, les nominations au niveau des conseils des ministres ont concerné le retour sur la scène de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires très proches de l'ancien pouvoir et même des pouvoirs de l'avant-transition. Donc, vous imaginez l'état d'âme de ceux qui se sont battus et qui se retrouvent là encore. C'est un signal pour tous les pays où les gens pensent qu'avec une transition écourtée, contrôlée, on devrait pouvoir avoir des résultats. C'est faux. Faux et faux. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et ce qui se dessine, c'est le schéma de mettre une fois pour toutes de côté tous ceux qui auraient trempé dans la politique, dans ces pays-là, parce que c'est tout à fait simple. Les gens sont restés 30 ans au pouvoir, ils ont accumulé de l'argent, ils ont été Premier ministre, Deuxième ministre, Troisième ministre, ministre d'État, gouverneur, président de l'Assemblée nationale, ils ont toutes les rênes, et dès qu'on lance les élections au motif que la population civile va choisir librement, nos populations, vous les connaissez, il y aura du sectarisme, du régionalisme et le pouvoir de l'argent. Ce pouvoir de l'argent va générer les situations connues jadis, et donc on reprendra les mêmes choses. Ce que j'ai appris également, c'est que le Mali est en train de copier quasiment feuille pour feuille, page pour page, ce qui se passerait dans un des pays de la sous-région où la classe politique est en train d'être renouvelée selon un programme quasiment automatisé. Je n'appellerai pas de nom, vous suivez mon regard, mais c'est un peu ce qui devrait pouvoir se passer au Burkina Faso parce que la population burkinabé, vous imaginez, vous l'avez suivi, les jeunes du Burkina Faso ont demandé à prendre les armes pour aller sur le terrain et combattre le djihadisme. Là encore, c'est un autre danger, c'est une situation à suivre de près et rien n'est à négliger. Je pense que chacun dans son bureau, dans son fauteuil vautré, derrière ses splits et la fraîcheur, un verre de champagne qui va toujours renforcer les trésors de ceux que nous estimons être nos bourreaux. Donc ceux-là ne verront pas forcément d'un bon œil ce qui se passe à Ouaga et ce que nous disons sur ce plateau. Mais wait and see. Professeur Vigile Aïe, Sandaogo a posé 7 conditions avant de partir. Pensez-vous que ces conditions seront véritablement respectées? Ah non, par courtoisie,
ces jeunes lui devaient quand même d'accepter. Et comme les dignitaires, vous avez suivi les dignitaires coutumiers religieux, c'est un pays où la culture est quand même suffisamment présente. Ils ont accepté d'avaler les couleuvres. Personne ne respectera, je vous assure, de ce que je vois, les conditions déjà de la CEDEAO seront mises à mal. Et si le capitaine Traoré tentait de forcer à ce niveau pour plaire à la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, il aura le peuple à cette il aura encore des problèmes, il aura inévitablement des problèmes. Je pense que la situation, pour qu'elle aille vite, respecter le droit de ceux qui sont partis, respecter les échéances dans une certaine mesure, mais rendre le pouvoir dans des conditions idoines, mais avant tout, la défense et la reconquête du territoire du Faso. Je crois que c'est ce qui est le plus important pour eux. On ne va pas être en situation de guerre avec un tiers du pays sous occupation. Qui ira voter pour qui? Pour que les gens reviennent prendre leur bouteille de champagne. Les civils ne sont pas forcément mieux que les militaires. Et les hommes de Sandaogo, que deviendront-ils? Les hommes de Sandaogo, de toute évidence, ceux qui se sont envolés avec des hélicoptères pour essayer de tirer, ne pourront pas se réintégrer. C'est sûr que de toute façon, c'est une bande de copains, d'aînés, de collaborateurs. Ils vont donc s'entendre inévitablement pour amener la balle à terre, mais il y aura forcément des méfiances. Parce que tous ceux qui seront ciblés comme étant proches du président Damiba feront l'objet d'ostracisme, de chasse, même si ça va être déguisé de chasse à l'homme, mais de beaucoup de méfiance. Je voudrais également que vous partagiez avec nous l'expérience selon laquelle chaque fois qu'en matière de politique, des hommes viennent ensemble, il y a forcément des déchirements. Encore plus vrai chez les militaires, où nous avons connu au Bénin l'épilogue du trio AIP, Assogba et Kérékou. À l'Adaye, venait en 4e position. On a vu au Burkina Faso comment Zongo, Lengani, Compaoré et Sankara se sont déchirés. Et on verra inévitablement si ça ne se corrige pas et ne s'accompagne pas. Il faut surtout éviter les diversions des communautés, de la communauté dite internationale, les diversions. Il faut que ceux qui sont au pouvoir aillent vers ceux dans la sous-région qui leur paraissent les plus sincères et les plus sincères et les plus disponibles à les accompagner. Avant de vous poser la question, quel avenir pour le Burkina Faso, on dit qu'il y a un sentiment anti-français qui commence par naître, en tout cas, c'est la France le dit. Les Africains disent que ce n'est pas un sentiment anti-français parce que nous n'avons rien à voir avec la France. On refuse l'attitude des dirigeants en français. Le Mali, après la Guinée qui emboîte le pas au Mali et le Burkina Faso, qui tente de changer de partenaire, donc qui va aussi emboîter le pas au Mali, ne voyez-vous pas que bientôt la bande sahélo-sahélienne et jusqu'à peut-être au niveau du Golfe de Guinée, ces pays-là vont bientôt échapper, ces ressources-là que l'impérialisme occidental là, veut accaparer, vont bientôt échapper à l'Occident? Alors, vous savez, nous regrettons souvent le fait que nos ancêtres aient été colonisés. Mais ce n'est pas sûr que vous et moi, ici, debout là où nous sommes, même si du diamant restait 2 siècles encore, nous serions à même de savoir et de détecter si le diamant est là. Donc déjà, il faut nous remettre en cause. Une chose est sûre également, les Africains n'ont rien contre les Français, mais ont tout contre la politique française et occidentale qui mène
la politique occidentale chez nous en tant que francophones. Nous avons aussi un fait que les gens oublient. Dans le Sahel aujourd'hui, avec les derniers chiffres qui sont suivis de très près, le Niger a le plus fort taux anti-francophones et anti-français. C'est-à-dire que, en prenant les chiffres dans les mêmes conditions au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger et au Tchad, le Niger passe en tête. Le Tchad ensuite, le Mali, puis la Guinée sont quasiment ex aequo. Et donc le Burkina que vous voyez bouillir est presque en dernière position. Mais il se fait que la révolution ou les révolutions successives, notamment celle du président Sankara, a fait que le Burkinabé est devenu un peuple émancipé du point de vue de l'expression de ses désirs et de ses convictions. Et donc, il ne faut pas se leurrer, les soulèvements vont continuer. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au Niger, ils sont bâillonnés et que le jour où la cocotte minute va exploser, ça poserait des problèmes. Et c'est pour ça que je suis d'avis avec ceux qui reprochent à l'exécutif de l'Hexagone de faire feu de tout bois pour intervenir dans les affaires intérieures, des commentaires. Il y a d'autres moyens pour le faire. L'Allemagne intervient, on voit comment ça se passe. La Belgique intervient, on voit comment ça se passe. Et les 6 derniers mois de Macron en Afrique n'ont pas fait du bien aux relations franco-africaines. Il faut le dire, il faut l'assumer, parce que des dérapages, c'est-à-dire il défait tout ce qu'il fait. C'est cela. Et là, ça pose un véritable problème. Et ce sont donc ces arguments qui font même que dans les katibas, les jeunes sont plus facilement attirés parce que les gens leur disent, écoutez, nous, si on veut, on va parler aux gens de Paris. Mais vous ne pourrez pas leur parler. Et vos dirigeants vous marchent sur les pieds. Vous avez intérêt à venir avec nous et nous avons de quoi vous payer, vous êtes au chômage. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce que les Burkinabés craignent. Si jamais la situation ne se règle pas, vous allez voir, malheureusement, ces jeunes Burkinabés vont prendre les armes, vont chercher à combattre le djihad. Et quand ils vont se rendre compte de ce que, de l'autre côté, ce sont leurs frères, et qu'il y a des zones aurifères, des zones minières, parce que là également, il ne faut pas se leurrer. Vous voyez ce qui se passe à Dubaï, ou au comptoir de Dubaï, on cite des pays qui n'ont jamais eu 1 milligramme d'or et qui se présentent comme étant les champions de transactions des métaux précieux. Ça pose un problème et lorsqu'on identifie et qu'on se rend compte de ce que l'or du Mali, du Burkina Faso et la bauxite de la Guinée sont à volo en train de partir, vous vous dites tout peut arriver et il faut mettre un frein à tout cela. Très rapidement, pour conclure, quel avenir pour le Burkina Faso, professeur Vigilaï? Non, un avenir pour le Burkina Faso, seul Dieu le sait, mais on souhaite que la sagesse des hommes puisse accompagner le nouveau pouvoir, que ceux qui sont là mettent des garde-fous et remettent un pouvoir en fonction de ce que la population aurait souhaité. C'est ce qu'on a cru entendre, que les destinées du pays pour la période de la suite de la transition pourraient revenir à un civil ou à un militaire. On a vu les civils, on les connaît. On a vu les militaires, on les connaît. Aujourd'hui, on ne dira plus que l'un ou l'autre manque de patriotisme, mais faire en sorte plutôt que ce soit une équipe consensuelle et que l'armée se mette à la tâche. Ce qui est souvent difficile, c'est que vous vous retrouvez sur le terrain, dans la boue, dans le sable, dans le désert, et d'autres sablent le champagne avec toutes les commodités, et ça révolte. Et ce sont encore là les causes des coups d'État. Vous avez entendu enrichissement, enrichissement, enrichissement. On souhaite bon vent à toute la sous-région et que l'Afrique en sorte gagnante. Professeur Vigilaï, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
principaux candidats à la présidence du Nigeria ont signé un accord de paix pour maintenir le calme au cours de leur campagne politique respective. 18 hommes politiques sont en lice pour succéder au président sortant Muhammadu Buhari, dont le deuxième et dernier mandat touchera son terme en mai 2023. On fait le point. Tous les candidats et leurs présidents de partis réunis dans cette salle ont signé ce que l'on appelle l'accord de paix, un document préparé par le Comité national pour la paix. Le Nigeria a connu des violences électorales dans le passé. L'accord de paix est essentiellement destiné à engager les politiciens à organiser des élections pacifiques. Je lance un appel aux partis politiques, aux présidents de partis, aux candidats et à leurs porte-parole, pour qu'ils fassent campagne sur la base des questions qui préoccupent le plus les Nigérians. L'élection présidentielle aura lieu en février de l'année prochaine. Certains des candidats à la présidence ont d'ores et déjà lancé leur campagne. Peter Obi du Parti travailliste est l'un des 18 candidats en lice pour devenir le prochain président du pays. Il est considéré comme un outsider pour ce poste. Mais il a fait d'énormes avancées politiques ces derniers mois et beaucoup commencent à le considérer comme un prétendant sérieux. Les deux principaux candidats sont ceux du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes, APC, et du principal parti d'opposition, le Parti démocrate du peuple, PDP. Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, la ville commerciale du pays, porte le drapeau de l'APC et compte sur l'immense soutien de son parti dans tout le pays pour gagner. Mais il a un adversaire bien connu en la personne d'Atiku Abubakar, ancien vice-président du pays, qui est le candidat de l'ancien parti au pouvoir, le PDP. Atiku Abubakar est un homme politique très expérimenté qui s'est présenté à la présidence à 2 reprises. Il espère avoir une 3e chance cette fois-ci. Les 15 autres candidats espèrent tous créer la surprise. Les questions de développement devraient figurer au premier plan de leurs préoccupations. Comment vont-ils réparer nos infrastructures défaillantes? Comment vont-ils garantir notre sécurité? Comment vont-ils s'assurer que notre économie est en marche? La sécurité et l'économie devraient être les principaux thèmes de campagnes électorales. Les citoyens disent espérer un processus pacifique. La meilleure chose qui puisse arriver aux Nigérians à l'heure actuelle est qu'ils puissent choisir un président dont le projet est humaniste. Lors de l'élection précédente, les gens n'étaient pas préparés et beaucoup de personnes n'avaient pas de carte d'électeur. Mais pour les prochaines élections, tout le monde est prêt, surtout les jeunes. Plus de 90 millions de Nigérians se sont inscrits pour voter lors des prochaines élections. Selon le système présidentiel du pays, un vainqueur ne peut émerger que si le candidat obtient la majorité des voix, mais aussi 25% des voix dans 2 tiers des 36 États du Nigeria. Et si aucun vainqueur définitif n'émerge à l'issue du premier tour, il y aura un second tour entre le candidat ayant obtenu le plus de voix et celui ayant obtenu les 25% requis. La prochaine session de l'actualité, c'est tout à l'heure à partir de 22 h, l'édition de la nuit. Ce sera avec Spero Aoussino. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés GovTV Africa. Bonsoir chez vous.